Merci beaucoup. Évidemment, mon cher Philippe, comme d'habitude, en passant agilement avant moi devant ce auditoire, le connaisseur, vous avez pris la moitié de mes arguments. Je suis donc dans l'obligation de me réinventer. Alors, après cette très belle histoire des grands magasins, qui est vécue avec une âme, avec presque une fibre familiale qui ne s'est jamais démentie, moi j'aimerais vous parler de ce que Philippe a appelé la grande distribution, avec un brin de mépris, signalant même qu'à l'international, il n'y avait de la place que pour deux types de commerce, le grand et le discount. Sous-entendu que la bataille par les prix suffisait largement à faire notre richesse. Alors je voudrais, pour vous parler de ma sensation sur l'évolution du commerce, parce que c'est quand même un petit peu le thème de la journée, vous dire qu'à titre personnel, j'ai eu l'occasion, et c'est le hasard qui l'a voulu, de travailler pour 3 entreprises magnifiques à des titres différents. Casino, où j'ai passé 15 ans, magnifique entreprise familiale, avec de vraies valeurs, avec un management extrêmement dévoué et un niveau de qualité exceptionnel. Puis l'ancien groupe André, qui est devenu Vivarté, qui était un ensemble composite de marques dans le domaine de la chaussure et du textile. J'ai d'ailleurs pu constater que pour Philippe, à ce stade, nous étions des partenaires, parce qu'on avait plus de 120 stands dans vos magasins. Moi, j'ai eu le sentiment qu'on n'a jamais été traité comme des clients, puisque le coût des loyers est élevé au prix du luxe. Et enfin, je me suis beaucoup amusé pendant 12 ans. Et enfin, Carrefour, où j'ai fait un passage de presque 3 ans en Espagne il y a quelques années pour purger un contrat de non-concurrence que j'avais avec Casino et où je reviens avec le plus grand plaisir. Alors, ma vision du commerce, un tout petit peu d'histoire. D'abord, l'émergence de l'hypermarché en 1963, et qui est le produit d'un génial Ludion, un joueur éternel qui s'appelait Marcel Fournier, que moi je n'ai pas eu le plaisir de connaître, mais quand même matiné de 2 frères, les frères Desforêts, dont l'un était un immense commerçant et que j'ai eu le plaisir de connaître aussi chez Carrefour, et l'autre, Jacques, qui était plus un conceptuel, un philosophe de l'organisation. Et à eux 3, ils ont bâti cette magnifique entreprise qui s'appelle Carrefour. Alors, quelques observations, puisque je crois que le cas de Carrefour peut être assez explicite sur les évolutions et des entreprises de notre métier. Donc, Carrefour s'est imposé par son modèle. Voilà, un modèle qui arrive en 63, un magasin généraliste, un assortiment large, des parkings confortables, des galeries marchandes, et donc ça devient un lieu de destination à prix très compétitif. La deuxième chose, des magasins qui sont pilotés par des gens qui ont des qualités personnelles très fortes. On ne sélectionne pas des gens pour leur diplôme, il y en aura quelques-uns, et d'ailleurs ils n'en sont pas exclus, mais on les choisit pour leur tempérament. Tempérament de leadership, tempérament de lien social, la capacité de s'intégrer localement, tempérament de combattant, parce qu'on a en face de nous quand même des gens qui ont le gourdin facile, et finalement des gens qui vont s'inscrire avec beaucoup de liberté dans un combat pour les prix, et qui va être remarquable jusque dans les années 90. Entre-temps, évidemment, le groupe se développe, il croît, et le modèle qui consiste à faire du résultat, la somme du résultat des magasins, va trouver sa limite, dans la mesure où il faut désormais intégrer des outils logistiques et générer des synergies par les achats. Et donc ça se situe aux environs des années 80-85, puis ça va s'accélérer en 90. Le groupe va entrer dans l'utilisation d'instruments qui, franchement, sont contre-culturels. Et la logistique ne s'installera, je dis les choses comme je le pense, jamais avec le niveau d'excellence que Carrefour avait connu par ailleurs dans ses magasins. Et l'informatique va s'avérer un espèce de monstre, dimensionné de façon hallucinante, et dont personne n'arrivera vraiment à tirer le profit. Donc on est passé directement du crayon et de la brouette à une société de transport et à l'informatique. Simultanément, cette société, qui est connue mondialement pour ses performances, va s'installer à l'international. Alors ça commence, je crois, dans les années 70-72, par le Brésil, puis l'Espagne, et
puis ensuite, à partir de 1994-95, il va y avoir un décollage international formidable, au point que l'entreprise va se retrouver dans 35 pays. C'est de très loin l'entreprise marchande intégrée avec des magasins physiques qui aura accompli ce parcours. Ça devient quelque chose qui procède presque de l'empire. Et ça va demander des talents, ça va demander des sous, ça va demander une capacité de résistance au milieu local, puisque dans les pays où nous allons, les commerçants, qui sont pour la plupart petits ou indépendants ou familiaux, vont tout faire pour endiguer ou ralentir le développement de nos entreprises. Et donc, la société va suivre un parcours boursier superbe, ça ne faut pas nous en vouloir, mon cher Philippe. Ça va rester une entreprise patrimoniale contre mon gré. Moi, j'adorerais être une société patrimoniale, mais cette entreprise va donc progressivement changer de taille, changer de culture, et elle va se retrouver dans chacun des pays où nous allons, confrontée à la croissance cumulée d'acteurs locaux qui vont se révéler lorsque le concept apparaît. Et il est évident, puisque vous avez rendu hommage à la copie stratégie, que quand on voit des modèles performants, et qui sont juste à la phase initiale de leur développement, la tentation est grande, surtout dans la distribution, où, comme chacun sait, il suffit d'acheter et de revendre avec de grosses marges, la tentation est grande de faire la même chose. Et donc dans chaque pays où nous sommes, on va voir ici ou là germer des entreprises dont la croissance cumulée ne sera pas endiguée par Carrefour, qui n'a pas les moyens économiques de résister à tout ça. Et donc la deuxième chose, c'est que Carrefour va tenter d'implanter un modèle qui est une réplique assez proche de celle du modèle français. Et donc, en dehors des difficultés que je viens d'évoquer, il y aura des problèmes d'adaptation qui ne seront pas toujours appréhendés et surtout jamais réglés. C'était le cas du Japon, c'était le cas d'Hong Kong, c'était le cas de la Suisse, où les Suisses, franchement, n'attendent pas les hypermarchés pour faire leur business, et dans d'autres pays. Et donc, de 90 à 2000, la société suit un développement fulgurant qui est reconnu par les marchés, et on voit poindre, à partir de 96-97, une forme de ralentissement qui ne laisse rien de bon à attendre. Et à ce moment-là, et c'est justement, c'est bien pensé, c'est bien fait, Carrefour se rapproche de Promodès, qui, pour d'autres raisons, est dans une situation qui commence à refléter un certain déclin. Ces deux entreprises vont se marier avec des arguments extrêmement fondés. Le premier, une complémentarité réelle. Carrefour est un spécialiste de l'hyper, Promodès amène la proximité, la connaissance des régions, un modèle beaucoup plus souple, beaucoup plus flexible, par le partenariat et par la franchise. Et donc on peut penser, la complémentarité géographique est excellente, on peut penser que ce deal est de très grande qualité. En réalité, on va observer, notamment avec le départ des fondateurs de Carrefour, mais aussi le départ malheureux du principal dirigeant de Promodès, qui va décéder dans ces années-là, le groupe va se retrouver dans une espèce de situation d'orphelinat. Et moi je constate que quand les fondateurs quittent les entreprises, tout le temps, il y a une période de jachère très forte. Parce que c'est comme la perte d'un père, on peut la sentimentale ou pas, c'est quand même une réalité. Et donc on va assister progressivement à des joutes intestines absolument terrifiantes qui vont porter évidemment sur le pouvoir et la façon pour l'un de manger l'autre, et inversement. Vous savez, quand un petit se marie avec un gros, parce que là il y avait quand même une différence de taille assez sensible, le petit a toujours peur de se faire manger, et le gros a toujours peur de se faire baiser. Ça, c'est pas une formule de moi, c'est une formule historique des gens qui ont connu des partenaires. Et bien là, ça se terminera par une soupe un peu saumâtre, avec, à partir de 1995, une succession ininterrompue de dirigeants qui vont amener le groupe à perdre le nord, si je peux le dire ainsi. Évidemment, à cette occasion, des actionnaires vont entrer dans l'entreprise parce qu'elle est en difficulté. Aucun actionnaire activiste, comme on dit, ne s'introduit dans une entreprise quand elle va bien. Et quand elle va mal, il comprend assez vite que la valeur d'actif est supérieure à la valeur de marché et qu'il y a donc des choses à faire. Et ces actionnaires rentrent dans l'entreprise, ils sont assez rapidement stupéfaits de la situation interne de la société, et ils ne vont pas pouvoir adresser correctement
les problèmes. Et donc c'est ainsi que, ultimement, ils font appel à mes talents modestes pour tenter de redresser ce navire. Et j'y viens avec le plus grand plaisir, mais c'est quand même un engagement physique extrêmement fort. Et je vais vous dire ce que je pense de tout ça. En fait, le navire devenait ingouvernable. L'Empire ne dure pas longtemps. Vous pouvez tous les prendre. Il y a quelques siècles pour les Romains, les Arabes se sont installés en Espagne pour 700 ans. Mais enfin, dans 35 pays dans le monde d'aujourd'hui, avec la rapidité des changements, l'intensité capitalistique, la rareté des hommes capables de diriger avec le bon talent, des hommes complets, les différentes filiales dans les pays, ça devient très rapidement ingouvernable. Et à ce moment-là, on se met à tout centraliser. Quand on pense qu'on perd le contrôle, on se met en lévitation et on centralise. On centralise et on démultiplie les contrôles. C'est-à-dire qu'on va tenter de gérer les effets, mais jamais on ne gérera les causes. Ça, c'est le premier point que je retire des entreprises trop centralisées. Moi, je ne suis pas du tout dans ce concept-là, ce qui ne signifie pas que les entreprises ne doivent pas être dirigées. La deuxième chose qui est très importante, c'est que lorsqu'une entreprise a gagné pendant 50 ans sur un format, elle a beaucoup de mal à regarder avec un certain respect les coquilles de noix. Vous voyez, les gens des hyper ont toujours considéré, pardonnez-moi M. Doré, qui est quand même un des grands pontes de la proximité aujourd'hui, ont toujours regardé les autres formats comme secondaires. Et donc personne ne va comprendre que la distribution d'aujourd'hui, c'est une composante militaire. Il faut une armada. Il faut une armada avec des porte-avions, avec des torpilleurs, avec des petits bateaux, pour occuper le terrain. Et occuper le terrain, pourquoi? Parce que le consommateur, en même temps, est en train de changer. Ce qu'on prédisait dans les années 90, c'est-à-dire la mort du succursalisme, ces petits magasins de 100 mètres, où on vendait des haricots blancs à la tomate, dans des boîtes 4 quarts, ou du Kiravi, 5 étoiles. Tout le monde a annoncé la disparition de ces formats, et on s'est bien aperçu que ça a été l'inverse, que ces formats aujourd'hui, la plus belle boîte de proximité, après nous, en nombre, reste quand même Casino, avec près de 7500 boutiques de proximité multi-enseignes, et c'est redevenu à la mode tout simplement parce que le temps vaut cher, et que les femmes travaillent, et qu'il est quand même plus simple d'aller acheter près de chez soi rapidement, et moins lourd les achats du quotidien. La deuxième chose qu'on peut dire, c'est que quand un empire est aussi grand, il faut le diviser en parties plus petites, maîtrisables au niveau humain. Et comment transmettre la conviction, les méthodes, vous avez utilisé le mot valeur, on pourrait parler des politiques d'une société dans un groupe de cette taille, mais vous ne pouvez qu'y passer votre temps, et donc la plus grande difficulté est de faire adhérer à ces principes les cadres qui dirigent la société, et ce n'est pas la chose la plus facile. Et la troisième chose, c'est que quand ça ne va pas bien, il ne faut pas fuir la réalité, il faut au contraire regarder ce qui a fait le succès historique des entreprises et tenter de le réhabiliter et de le remettre à l'ordre du jour. L'autre jour, on avait un physicien avec nous, un homme de génie, qui nous parlait, je crois, du boson de Tite, je ne sais pas si ici il est scientifique, un type qui a regardé dans les 27 km de circonférence du CERN l'impact de la vitesse propulsée sur des neutrons, je ne sais quoi. Il nous expliquait une chose très juste. On raisonne beaucoup sur le changement. Mais on ne change pas. Mon cher Philippe, vous avez dit, j'ai installé le changement. Pour que le changement soit la règle. On sait très bien que quand tout change, rien ne change. Et surtout, vous n'avez pas changé. Vous appelez toujours Philippe, vous appelez toujours Ouzet. Vous êtes toujours un bipède. Vous avez pris quelques années, mais fondamentalement, vos skills, ce qui va se créer entre la naissance et les 6 ou 7 ans, c'est quand même là que ça se passe, vous les avez toujours. Donc après, il s'agit de profiter de cette période d'éveil pour bien remplir la boîte crânienne et après l'exploiter au mieux. Et donc les entreprises doivent faire la même chose. Et nous, j'ai retrouvé dans cette boîte, chez Carrefour, une équipe complètement déboussolée. Déboussolée, blasée, meurtrie par des changements incessants de politique et de stratégie. Je dis meurtrie parce qu'effectivement, on ne se rend pas compte à quel point les gens peuvent être touchés quand leur entreprise, dans laquelle ils ont travaillé 20 ou 25 ans, part en déroute. Et en France, nous n'en manquons pas. C'est la maladie du middle age, dite la middle age crisis.
et je peux vous en citer beaucoup, France Télécom, Air France, donc on échange entre nous, Carrefour évidemment, et beaucoup d'autres, qui à la 50e année constatent une chose, c'est qu'elles se sont sclérosées, elles se sont structurellement installées, une fois pour toutes, et elles voient quelques moustiques ou autres temps commencer à tourner autour des mauvais endroits. Elles regardent ça avec un certain mépris, elles se referment sur elles-mêmes, et elles ne peuvent pas une seconde imaginer qu'elles sont déjà en menace. La deuxième chose, c'est que ces entreprises de 50 ans savent qu'elles ont connu une période de gloire. Et ça, quand on a connu une période de gloire à 50 ans, on sait que ce qui vous attend, ça sera une durée moins longue, et peut-être avec une gloire moins connue, moins sémillante. Et donc, le spleen s'installe, et nous sommes à ce moment-là dans l'incapacité, si l'économie se dégrade en même temps, de résoudre le sujet. Les entreprises se referment, elles finissent par être offensives et agressives, puis elles vont être défensives, et tout son environnement se met en vibration pour la critiquer, parce qu'elle a été très belle, elle est dans le cœur des Français, et les Français ne comprennent pas pourquoi d'un seul coup elle les déçoit aussi violemment. Donc, on voit que les entreprises, c'est l'histoire des hommes, c'est l'histoire des convictions et des skills, et que quand les choses se dégradent sur ce plan-là, peu importe les actifs, peu importe les assets, peu importe les positions, la fin de l'Empire est annoncée. Alors c'est pas nouveau, historiquement ça se reproduira, et il faut bien comprendre que la taille n'est pas une fin en soi. Voilà pour l'international. Maintenant, l'international est utile, il est même indispensable, il va permettre de s'ouvrir, de mieux comprendre, de mieux trader, et de devenir multiculturel. Voilà pour Carrefour et son histoire. Alors maintenant, je voudrais juste faire un petit point. C'est que dans toute l'histoire du commerce, aucun des formats existants n'a disparu. Vous en êtes l'exemple le plus improbable avec les grands magasins. On nous a promis la fermeture, le déclin définitif des petits magasins de quartier. Ensuite, on a dit que les magasins moyens qui étaient pris entre les gros et les petits étaient voués à disparaître. Aujourd'hui, c'est l'hyper. Je vais y arriver. L'hyper n'est pas mort. Et s'il devait mourir, ce serait totalement de notre faute. Et pour plusieurs raisons. D'abord, les magasins généralistes ont mieux que tous les autres une capacité de résistance à la conjoncture. Il est évident que si vous n'êtes focalisé que sur le textile par les temps qui courent, compte tenu de l'avalanche de mètres carrés qui se sont ouverts, compte tenu de la performance incroyable de certains modèles nouveaux qui n'existaient pas il y a 10 ou 15 ans, compte tenu des variations de la mode, compte tenu des variations du porte-monnaie aussi, si vous n'êtes que sur le textile aujourd'hui, il faut être excellent et très diversifié géographiquement pour survivre. Si vous êtes dans l'électroménager, et les exemples ne manquent pas, que vous ayez été excellent ou pas, parce que personne ne peut nier que Darty est toujours, mais a surtout été une immense société sur le plan de sa construction au niveau du commerce, bon ou pas, ils sont en train de subir le ralentissement extrêmement fort du blanc et du bois, mais surtout la contraction des fabricants qui imposent de nouvelles technologies à des prix qui ne sont pas négociables et une capacité marginale qui disparaît. Donc, l'hyper généraliste peut ressurgir comme étant un modèle capable de résister. Un modèle rustique. Ce sont ces plantes qui traversent les siècles. Elles ne sont pas toujours très belles. Sur les regards de près, on découvre beaucoup de richesses. C'est comme le gecko, ce lézard épouvantablement mou, mais qui se balade à une vitesse fulgurante et qui peut marcher au toit avec des pattes dont personne n'a encore compris, les ventouses. L'hyper va résister. Par contre, l'hyper doit retrouver sa fonction. Puisque les supermarchés, la proximité sont installés partout, l'hyper doit mériter le déplacement de ses clients. On a de bons arguments pour ça. Le premier, c'est que beaucoup d'hyper sont devenus des magasins de proximité. Quand vous êtes dans une ville moyenne, l'hyper devient un centre-ville, à condition que son parking soit propre, repeint, que ses façades soient jolies, que sa galerie marchande soit animée, et ensuite, et je vais vous le dire, parce qu'on vient de faire une immense enquête d'image de la société dans tous les pays où nous sommes, je vais vous donner les 4 critères qui ressortent. Les premiers, la propreté des toilettes,
Et ce que je vous dis est vrai. La propreté des toilettes, la lisibilité de nos promotions dans les magasins, simple et perceptible, la lisibilité de l'offre, le service dans les produits frais, parce qu'on a torpillé joyeusement à coups de rabot pour faire de la productivité. Et le dernier point, c'est que l'ambiance soit festive et sympa. Et le mot sympa est celui que je n'aime pas exprimer, parce que comme on a ça dans plusieurs langues, c'est la bonne synthèse que ça soit sympa. Eh bien, on a perdu un peu ça. Parce que, ça c'est l'autre phénomène sur la distribution. La distribution, c'est énormément financiarisé. Il y avait, puisque je vais faire mon petit tour d'histoire, bien que je n'ai pas connu, comme vous, le siècle le 19e, je ne l'ai pas connu, donc je veux dire, c'est que Casino est une société qui est née en 1898. Voilà, donc on voit bien qu'elle a traversé, sous des mains parfois inexpertes, un long parcours. Mais je reviens à ce que je voulais dire d'ailleurs et que j'ai un peu perdu. Oui, quand vous me faites passer à la dérision, non mais je souris, je ne cesse de se manifester. Ce que je voulais dire, c'est que, j'en sais pas. Donc, en gros, il faut revenir à ce qui a fait le succès de la fonction et en moderniser l'expression. Donc je vous disais, les toilettes, les parkings, les promotions simples et lisibles, une offre qui soit bien perçue, des produits frais qui soient frais, et maintenant avec des gens qui sont derrière, parce qu'on a raboté, et c'était ça mon propos, pour faire de la productivité, 15 000 personnes. 15 000 personnes en France. En fait, ça coûte très cher, ça déprofessionnalise, parce que vous coupez les têtes qui sont les plus chères, vous faites disparaître âmes qui vivent dans les magasins, et du coup, le vêtement qui pouvait être frais à ce moment-là le devient moins. La petite raie qui flatte commence à sentir un peu, et le magasin s'effondre dans les toiles d'araignée. Et les gens qui sont dedans avec. Parce que le plus important dans nos métiers, ce sont les gens qui travaillent avec nous. Il n'y a aucun doute là-dessus. Moi, je ne suis pas Mère Teresa, ni Jésus-Christ. C'est la lucidité qui s'impose. Sans les gens, il n'y a rien. Et donc, pour terminer mon exposé sur l'organisation, comment pensez-vous qu'une société qui centralise tous les instruments de pilotage va avoir dans chacun de nos magasins des hommes et des femmes capables de défendre nos couleurs avec beaucoup d'entrain, de prendre des initiatives pour s'ajuster aux concurrents que nous avons en face de nous, qui ne sont jamais les mêmes, de mieux profiter de l'environnement de la production locale, puisque ce sont aussi nos clients potentiels. Et donc, si on centralise tout, il vaut mieux éteindre la lumière et garder la centrale. Et avec ça, on n'aura plus grand-chose. Donc, les gens qui sont chez nous, c'est essentiel. Et ces fonctions qui consistent d'abord à recruter les bons. Et les bons, ce sont des gens qui ont envie de vivre, qui n'ont pas peur d'être en face des autres, qui vont animer des équipes, qui vont avoir du plaisir à s'occuper de leurs produits. Parce que nous avons par exemple dans nos hyper des guns. Les guns, c'est une petite boîte qui se fixe à la ceinture et qui permet à tout le monde, en passant devant son rayon, de mesurer l'état de son stock, de regarder la rotation du stock, de regarder combien il en a vendu depuis un mois, depuis 2 semaines, depuis une semaine, vous voyez cette espèce d'accélération ou de décélération de la vente, et d'ajuster ces... Mais si tout est envoyé, les planogrammes centralisés, Urbi et Orbi, les niveaux de stock qui sont poussés par la logistique, l'incapacité pour les gens de mesurer leur marge, mais ce sont des surveillants généraux de lycée qui ne font pas le programme. Et qu'est-ce qui les attend dans leur vie? D'entrer comme employés libre-service. Et tout ça, ça a beaucoup de valeur s'ils apprennent et s'ils peuvent se développer. Parce qu'on est dans des métiers où il n'y a pas de, comment dirais-je, d'exercice imposé avant. L'exercice imposé, il est après. Donc ceux qui aiment, ceux qui veulent, ceux qui entreprennent, peuvent faire des carrières magnifiques. Et j'en suis l'exemple, puisque j'ai un permis de conduire et j'ai un BEPC. Un diplôme de l'école de Lausanne. Bien sûr, mais je chante les étapes suivantes. Vous me prendriez pour un prétentieux. Et donc, pour faire simple, la distribution actuelle, c'est financiarisé. Elle a changé de dimension. Elle a aussi changé d'actionnariat, parce que cette dimension financière a réduit beaucoup la capacité patrimoniale des familles à conserver leurs outils.
J'ajoute d'ailleurs que la réduction du crédit fournisseur a été un des éléments fondamentaux de l'épopée de Carrefour, parce que Carrefour, comme tous les autres, se sont développés sans capital. C'est le crédit fournisseur, rien du tout, hein, 3 boutons, une dentelle d'Annecy, le reste c'était zéro. Et pourquoi? Parce que les fournisseurs avaient tout intérêt à accompagner la distribution par le financement du crédit, par le crédit fournisseur. Ils ont fait un parcours improbable avec ces modèles. Aujourd'hui, c'est terminé. C'est terminé. Et donc, il faut des fonds propres, il faut des rendements, il faut des investisseurs, et donc il faut du return. Mais la grande faute, quand on a des actionnaires de ce type, c'est de leur faire penser qu'ils vont avoir un return immédiat, high speed, high level, et qu'ils vont s'en mettre plein les poches tout de suite. C'est faux. Ce sont des métiers de moyen long terme, dans lesquels il faut réinvestir, dans lesquels il faut parfois bouger ses affaires pour suivre l'évolution de l'urbanisme, et aussi investir dans la communication. Et pas seulement dans la communication promotionnelle, dans la communication sur l'image d'employeur, dans la communication financière, dans la communication auprès de ses fournisseurs. On n'est plus du tout la citadelle sollicitée, admirée et attendue. Bien que nous soyons encore, dans 90% des cas en France, le premier client des fabricants de toute nature. Et donc, qu'avons-nous fait chez Carrefour? Nous avons désendetté la société qui en avait besoin par la cession d'actifs qui valaient plus pour d'autres que pour nous, et de pays dans lesquels nous n'avions que de faibles chances de devenir leader, à moins d'y mettre beaucoup d'argent. Nous avons entamé une politique, un mode de pensée plus décentralisé pour retrouver le goût de déléguer au niveau des magasins les variables d'ajustement à leur marché. Et nous sommes en train de repenser à l'étape suivante, c'est-à-dire au développement et à la consolidation dans les zones où nous restons. Donc l'Europe du Sud, on y reste. Je mets la Belgique dedans, ça leur fera plaisir. On a l'Italie, l'Espagne, la France. Roumanie, Pologne, qui sont deux pays dans lesquels, pour des raisons très différentes, nous pensons qu'il y a des choses à faire, moyen-long terme. L'Amérique du Sud, avec l'Argentine, où on est leader, magnifique entreprise en Argentine, multiformat très bien géré, avec les miasmes habituels qu'on a dans ces pays qui sont des pays, si vous voulez, avec une culture économique un peu obsolète. Je vais rester prudent, j'ai probablement des Argentins ici, et nous les adorons, mais très belle affaire en Argentine. Et puis le Brésil, qui est un pays de 200 millions d'habitants, où le groupe est allé en premier, et où nous n'avons que 100 hypermarchés. Voilà, ça c'est le fruit de la dispersion. Mais aussi une très belle entreprise rachetée il y a 5 ou 6 ans. Et au Brésil, il faut vraiment maintenant qu'on se concentre sur la stratégie du futur. La Chine, on est bien en Chine, on aime la Chine. Il y a beaucoup de choses qui sont dites sur la Chine. La Chine est un pays souverain, qui a sa culture, qui a son mode de gouvernance, qui a sa vision des choses. Ce n'est pas un pays de sous-culture. Et donc, nous, comme les autres, quand on est là-bas, il faut juste qu'on s'intègre correctement, qu'on écoute un peu ce qu'on nous dit, et qu'on accompagne ce que j'appellerais un plan, parce qu'ils sont des plans quand même long terme, assez sérieux, et qu'on ne pense pas arriver avec notre culture, notre morgue française. Et enfin, vous avez des pays, je dirais, non pas secondaires, mais qui pèsent moins dans le dispositif, comme Taïwan et autres pays de ce type. Donc on aura 3 pôles, l'Europe du Sud et ces 2 pays de l'Europe de l'Est, le Brésil et l'Argentine et la Chine. L'autre point, c'est qu'il est évident qu'il faut qu'on modernise notre mode de pensée, nos ambiances de magasins, parce que même si l'ensemble des populations vieillit, partout dans le monde, les jeunes sont quand même une ressource pour le futur, et nous devons trouver ce qui va les attirer, et je pense que c'est possible. Il faut être plus ludique, plus moderne, rentrer dans des produits qui soient parfois futiles, mais en tous les cas très inscrits dans la culture du moment, et conserver les autres, parce que moi je pense que l'hyper, c'est une plateforme de génération qui est fantastique, et si on le fait bien, c'est nous qui les réunissons. Voilà, supermarché, proximité, à fond la caisse, parce que ça, ce sont nos torpilleurs autour des porte-avions, on n'a pas le droit de laisser la place aux autres. Les éléments que vous avez cités
sont réels. Il faut également rentrer dans le e-commerce. Il faut probablement ajuster le nombre de drives dont nous avons besoin. Le digital est en train d'arriver aussi. Le paiement sur smartphone avec un seul code consommateur pour tous les modèles sont devant nous. Mais tout ça n'est pas possible si les fondations de la boutique ne sont pas solides. Donc il faut remettre nos magasins en état, ce que nous faisons, et en parallèle travailler à tout le reste pour être prêt, le moment venu, à tout réunir. Voilà où nous en sommes, et je crois que l'Hyper, s'il a compris qu'il doit revenir à quelque chose de plus humain, de plus ludique, amener ses magiciens le samedi, faire passer un type sur un câble, on a eu des funambules, vous n'avez peut-être pas connu ça, des funambules qui passaient 15 jours sur une baraque et sur un câble, et on a vu qu'on déplaçait des foules entières pour voir ça, parce que les gens ont besoin de ça. Ils ont besoin de s'amuser avec des choses simples. Si on simplifie l'organisation, qui finit par être un enchevêtrement et un empilage de fonctions de toute nature, de datas de toute nature. Parce que le more datas, worse decisions, chez nous, on connaît. Les catégories managers dans tous les sens, qui finissent par se disputer. La jeune cliente de 18 ans et 2 mois, qui préfère le panty à la petite culotte. On a des trucs absolument hallucinants, où 10 personnes qui achètent les catégories de chocolat, parce qu'il peut être noir à la noisette, aux amandes, à la pistache, etc. Tout ça, c'est terminé. Et on n'est pas là pour s'aligner sur la stratégie de nos grands fabricants qui nous ont entraînés dans un mode d'organisation qui leur convient. Parce que le catégorie management, c'est chez eux. C'est pas chez nous. Et donc, je pense que la distribution va très rapidement s'appeler le grand commerce, parce que la sémantique d'Édouard Leclerc nous a conduit à penser qu'on n'était pas des commerçants et seulement des logisticiens. Ça, c'est terminé. Et la deuxième chose que je dis, c'est qu'il y a de l'avenir pour tous les formats, à condition d'avoir les gens pour les diriger, et une forme de vision pour que tout le monde aille vers l'avenir, qui comprend le futur. Parce que M. Doré assistait l'autre jour avec moi à un exposé qu'il a assez vite fatigué, dans lequel un physicien remarquable tentait de nous expliquer que le futur était dans l'avenir. Comme lui ne pensait qu'à son avenir, j'ai bien compris qu'il n'était pas dans le futur. Et donc, si vous voulez, nous faisons encore presque 75 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Nous nous concentrons. Nous allons réduire toutes ces strates intermédiaires et horizontales de toute nature qui ne sont pas directement liées aux produits ou aux gens. Nous réinvestissons dans nos magasins et nous repartons à l'offensive. Ça prend un peu de temps. Ça demande évidemment la confiance de nos actionnaires qui ont mis de l'argent dans la société. Il faut même comprendre ce que ça veut dire. Et surtout, de l'envie, de l'énergie de la part de nos collaborateurs. Voilà ce que je pense du commerce. Et puisque je suis à l'ECP, qui est un métier absolument magnifique, où il faut recommencer tous les jours, c'est l'heureux. Parce qu'il faut se réveiller, on prend un repas, on recommence, on répète. C'est un métier dans lequel il faut simplifier, amplifier et répéter. Les choses les plus simples sont les meilleures. Et maintenant, je vais vous dire un petit mot de ce beau livre. Je ne sais même plus qui me l'a donné, je crois que ça m'arrange parce que je ne le rendrai pas. Écrit par M. Étienne Thiel, que nous avons connu tous les deux. Je le voyais assez régulièrement. Et notre ami Claude Baron, qui était quand même un journaliste d'une acuité, pas toujours d'une grande tendresse. Je voudrais vous lire 2-3 mots sur ce qui se passe en ce moment et que nous devons comprendre, et qui ne va pas du tout à l'encontre de votre modèle, qui au contraire de lui permettre de se sublimer. Les signes extérieurs de richesse se transforment en signes intérieurs d'intelligence. Ça a été écrit en 1983. Une société se recrée sous nos yeux, l'alimentation devient nutrition, l'entretien devient efficacité, le vêtement redevient santé, là on sent la prise d'air recommandée à tous les niveaux, et on ajoute ici, dans le maelstrom qui s'annonce, les consommateurs seront sans doute plus attentifs que jamais au rapport qualité-prix des produits qui leur sont proposés et qu'ils choisiront à leur guise. Le pouvoir d'achat va baisser pour la première fois depuis la guerre. Pour la première fois depuis la guerre, il leur restera moins d'argent à dépenser dans nos magasins. Et je continue, il ne faut pas se mettre à l'eau tout de suite. Une fois versé leurs dîmes au fisc, 1983, une fois versé leurs dîmes au fisc,
Ils devront opérer des arbitrages sévères dans leurs différents budgets, voitures, logements, habillement, alimentation. Ce sont eux qui, au bout du compte, désigneront les grandes marques de demain, et nous, on va y échapper parce que nous sommes une enseigne. Et je termine là-dessus. Insignum, c'est un signe. Quand on le voit, on sait à quoi s'attendre. Donc nous sommes comme une promesse de l'offre, alors que vous, vous êtes nettement au-dessus. Vous êtes une synthèse, une extraction du meilleur de marque, et qui va pour un niveau de population qui ne vient pas seulement chez nous. C'est le 0,01% de la clientèle. Nous, on s'intéresse aux autres. Merci beaucoup. Je dois dire Le mot de la fin, c'est trop que facile. Philippe est à la ville, qu'il a fait un travail remarquable de réhabilitation de magasins qui avaient tout leur sens à condition d'être modernisés, et que finalement, dans tout ce que je viens de vous dire, il peut m'éclairer sur le chemin à suivre pour faire de notre belle société quelque chose de plus contemporain. Merci.